En 1999, le journal Le Monde publie les résultats d'un sondage nommé « Les 100 livres du siècle ». On trouve à l'intérieur le classement des ouvrages publiés durant le XXe qui ont le plus marqué la population française et lus par les Français eux-mêmes. De ce classement, j'ai tiré les 10 premiers romans francophones pour obtenir le meilleur échantillon de la littérature fiction de cette époque. Et aujourd'hui, je te parle de ces 10 romans. On va essayer de comprendre pourquoi ils ont marqué leur époque, quels en sont les sujets récurrents, tout ça pour pouvoir capter le message que nous ont légué ces auteurs aujourd'hui disparus. Comme on n'empêche jamais un contexte historique d'infuser dans la tête d'un auteur, celui-ci se retrouve presque toujours couché quelque part sur le papier. Alors forcément, le sujet qui revient dans ces livres, c'est bien sûr la guerre. La Première Guerre mondiale d'abord, qui traumatisa toute une génération, a commencé par Céline, l'auteur du Voyage au bout de la nuit. Voyage au bout de la nuit raconte l'histoire de Bardamu, un jeune étudiant qui s'engage dans l'armée à l'orée de la guerre. Il ne s'engage pas par vocation, ni par patriotisme. Ses idées sont bien étrangères à Bardamu. Non, il s'engage parce qu'il est charmé par la prestance d'un général lors d'un défilé militaire. Mais sur le front, Bardamu déchante vite face à l'horreur des combats. Il survivra à la guerre, son corps du moins, puis il va errer dans le monde, travaillant tour à tour dans une exploitation de caoutchouc en Afrique, puis dans l'usine Ford en Amérique. Bardamu, à travers ses voyages, va nous dépeindre un monde peu reluisant, dans lequel il n'arrive pas à trouver sa place ni son but. Comme Bardamu l'explique, il n'arrive pas à trouver une idée assez forte pour briller dans l'obscurité. Une idée qui dirigerait sa vie, et pour laquelle il accepterait l'idée de la mort. L'opposé de Bardamu, ce pourrait être Kyo et Chen, les héros de la condition humaine. Kyo et Chen, ils ont trouvé cette idée plus forte que la mort dans leur engagement politique. Les deux hommes sont des chefs de la révolution communiste chinoise. Malgré la misère qu'ils côtoient, Kyo et Chen trouvent dans la lutte une raison de continuer à vivre, même dans un paysage désolé. C'est une sorte de foi qu'ils tentent de saisir par les mots dans le roman, mais dont la logique échappe à celui qui ne la ressent pas. Pour Malraux, l'auteur du roman, c'est une vertu d'être capable de mourir pour une idée qui vous transcende. Mais la dérive de cette vertu, c'est de chercher à tout prix la mort, de chercher le martyre pour justifier votre existence. Et c'est dans cette dérive que Chen va tomber. La condition humaine retrace donc les quelques mois qui précèdent la révolte de Shanghai de 1927. C'est un roman choral dans lequel nous suivons à la fois les communistes, mais aussi leurs opposants. Et tout cela se déroule sous nos yeux, comme un petit théâtre dont nous connaissons déjà la fin tragique. Et puis, il y a Meursault de l'étranger. Lui, c'est plus compliqué de le saisir. L'étranger, c'est le portrait d'un homme. Il s'appelle Meursault, il vit à Alger. C'est un homme impassible qui ne ressent aucune émotion. Aussi, il ne pleure pas sa mère qui vient de mourir. Et il déclare sans broncher à sa future fiancée éperdue de lui qu'il ne ressent aucun amour pour elle. Meursault est incapable de comprendre le deuil, l'amour, la morale et toutes ces grandes conventions humaines. Mais il apprécie et vit à travers les sensations physiques. Le goût du café au lait, le corps d'une femme, la chaleur du soleil jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable. Quand il commet l'irréparable, ce n'est même pas par vengeance ni par passion. Non, il ne comprend pas ses sentiments alambiqués. Pour lui, c'est un meurtre sans mobile, un concours de circonstances. Meursault entre dans le tribunal des hommes où il ne sera pas jugé pour son acte, mais pour cette psyché qui le rend étranger au reste de l'humanité. Meursault pourrait être vu comme un Bardamu heureux. Là où Bardamu souffre de ne pas avoir trouvé une belle idée pour guider sa vie, Meursault, lui, ne ressent même pas le besoin d'une grande idée. Il sait vivre sans. Ça lui évite pas mal d'angoisse existentielle, mais visiblement pas les ennuis. Meursault, il trouverait certainement Kyo et Chen bien ridicules d'être prêts à mourir pour une idée. Et si Meursault effraie les hommes, c'est peut-être parce qu'en n'ayant aucune de ces grandes idées, il les rend plus fragiles. Il met en avant leur côté arbitraire et le fait qu'elles ne sont peut-être qu'un fragile bouclier pour nous protéger de l'absurdité. Bardamu, Meursault, Kyo et Chen sont des personnages situés à différents pôles de cette quête de sens qui doit sauver l'homme de la folie et du nihilisme. Pour la réussir, il y a deux violences à surmonter. Celle de l'horreur, de la guerre, de l'homme qui est son propre prédateur, et celle de l'absurdité, de l'immensité dans laquelle nous sommes jetés sans réponse. Le deuxième sujet marquant de ces livres, c'est l'enfance. Plusieurs héros de ces romans sont des adolescents que nous allons suivre dans leur transition souvent difficile vers le monde des adultes. Nous plongeons d'abord dans la campagne, dans Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Le Grand Maulne, c'est l'histoire de deux écoliers, François Sorel et Augustin Maulne. Le jeune François est un élève discret. Il est impressionné par la force de caractère de son camarade. Un jour,
Augustin dérobe la jument et la voiture d'un paysan pour s'enfuir avec. Le soir, on ramène la monture et son attelage, mais aucune trace du garçon. Augustin réapparaît 3 jours plus tard et il refuse de parler de son escapade. Mais le jeune homme est changé depuis cette absence mystérieuse. Il finit par se confier à son ami François. Alors les 2 garçons n'auront plus qu'une idée en tête, retrouver l'endroit merveilleux dans lequel Augustin s'est rendu par inadvertance. De cette évasion découle tout un arc narratif qui va poursuivre les adolescents jusqu'à leur majorité, et dévoiler petit à petit le caractère des enfants qui deviennent des hommes sous nos yeux. Enfin, c'est moins évident pour Augustin, qui lui garde cette mentalité passionnée et sans compromis de l'adolescence, sans même considérer les ravages qu'il provoque autour de lui. C'est ensuite à Paris que se poursuit notre visite, aux côtés de Bernard et Olivier, 2 jeunes bacheliers issus du milieu bourgeois. Au sortir de l'école, les 2 garçons vont tenter de faire valoir leurs ambitions, mais ils se retrouvent confrontés aux coups bas et manigances de leurs impitoyables aînés. Et Faux-Monnayeur, c'est un roman qui nous plonge dans le Paris littéraire du XXe, dans les manigances sordides de cette bourgeoisie qui paraît si irréprochable, mais qui cache en réalité des secrets inavoués. Certains enfants ne sortiront pas entiers des épreuves que la vie leur réserve. L'écume des jours raconte l'histoire de Colin, un jeune homme fortuné au comportement exubérant et enfantin. Colin tombe amoureux. Il épouse sa bien-aimée Chloé, mais ce mariage scelle la fin des jours heureux, car Chloé tombe sous le coup d'une maladie étrange, un nénuphar pousse dans ses poumons. Pour la sauver, Colin va se ruiner. Il découvrira la difficulté du travail qu'il ignorait jusqu'alors. L'écume des jours est une sorte de conte tragique. C'est un roman rempli d'objets et de situations loufoques et imagées, comme un ingénieux piano qui fabrique des cocktails lorsque l'on joue un morceau dessus, ou bien des souris qui parlent. Mais ce monde fantastique, synchronisé à l'humeur de Colin, s'assombrit et se distord au fur et à mesure que son malheur grandit. Face à ces épreuves de la vie, l'enfance apparaît comme un refuge. Un paradis à jamais perdu, hormis peut-être dans les lignes de Proust et de son œuvre gigantesque, à la recherche du temps perdu. À travers ce récit, Proust fait revivre ses premières années, à grand renfort de sensations et souvenirs qu'il exhume de la brume du passé. Peu importe d'où nous partons, le passage vers l'âge adulte est une épreuve. Sortir de l'enfance est une deuxième naissance douloureuse à accomplir. Mais alors, comment bien grandir ? Comment éviter de se perdre dans les écueils de l'enfance ? Avec les aventures de son petit prince, un drôle d'enfant tombé du ciel et qui explore la terre et l'espace, Saint-Exupéry veut essayer d'apporter un bout de réponse, aux enfants comme aux grandes personnes qui se seraient perdues en chemin. Le livre dévoile plusieurs scénettes, pleines d'un sens métaphorique que le jeune lecteur s'amuse à déchiffrer et interpréter de manière différente au fil des années. Il y a ce businessman qui compte les étoiles, ou cet allumeur de réverbère, qui éteint et rallume sa lampe à l'infini. Ce livre, c'est une initiation pour les enfants à découvrir le sens plus profond des choses. C'est en effet souvent le premier livre lu qui ne délivre pas tout son sens. Le premier livre qui nous intrigue car l'on sent bien que quelque chose s'agite sous la surface, mais que nous n'arrivons pas à le saisir. Le Petit Prince, c'est donc un livre qui change de visage à chaque lecture. Ou plutôt devrait-on dire qu'il est un bon témoin pour attester de la croissance d'un lecteur, car c'est bien lui qui change en réalité, et non le livre. Toutes les histoires précédentes sont contemporaines à leurs auteurs. Mais ce ne sera pas le cas des 2 derniers livres de cette sélection qui vont nous plonger dans le passé. L'œuvre noire est un roman de Marguerite Yourcenar, dans lequel nous suivons le parcours de Zénon, le fils illégitime d'une famille de riches commerçants flamands. D'abord étudiant en théologie, Zénon décide de partir parcourir le monde en quête de savoir. Il devient médecin dans les cours royales, mais sera pourchassé par l'Inquisition à cause de ses écrits jugés profanes. Le récit prend place au XVIe siècle, à l'époque où l'Europe est à la fois déchirée par les rivalités des rois qui se disputent les territoires, mais aussi par le début des guerres de religion entre protestants et catholiques. C'est aussi le siècle de l'émergence des sciences dont Zénon va se faire l'émissaire, peu importe le danger encouru. Nous suivons principalement le destin de Zénon, mais également celui de ses proches, qui, au travers de leur parcours, nous offrent une fresque des enjeux et dangers de ce siècle, allant du cousin mercenaire en quête de gloire à la mère victime de la secte anabaptiste. L'on est tenté de croire, tant cela est réussi, que l'unique but de Yourcenar avec cet ouvrage est de nous raconter cette époque si romanesque. Pourtant, certains morceaux de l'histoire nous semblent étrangement familiers. Le jeune Zénon va créer par mégarde une révolte lorsqu'il fabrique pour son oncle une machine à tisser qui réalise toute seule le travail de 4 hommes. Les artisans, voyant leur métier menacé, se révoltent. Cette relation de l'homme et de la machine dans le travail nous semble bien contemporaine. Elle est d'ailleurs évoquée dans des romans précédents, avec Bardamu qui travaille péniblement dans l'usine Ford, et Colin qui se retrouve obligé de travailler dans un arsenal. Le passé est donc bien souvent un miroir du présent. Et c'est aussi le cas dans le roman Le Hussard sur le toit de Jean Giono. Nous y suivons Angelo, un révolutionnaire italien qui en 1830 est forcé de s'exiler après avoir tué un colonel autrichien lors d'un duel.
Angelo doit retrouver à Manosque son frère d'armes, Giuseppe, mais toute la Provence qu'il doit traverser est terrassée par une épidémie de choléra. Des villages entiers sont décimés, les villes confinées, les routes sont bloquées et tous les voyageurs arrêtés pour être placés en quarantaine ou parfois sommairement exécutés pour éviter tout risque. La population cède à la panique, les autorités sont débordées et les brigands en profitent pour faire régner leurs lois. Mais quelques détails clochent dans ce choléra si fracassant et peu réaliste. Les malades succombent en quelques heures, mais surtout la transmission de ce choléra ne semble pas répondre à un principe scientifique. Ainsi, Angelo, qui s'expose continuellement à la maladie, ne sera jamais infecté. Car, comme Angelo le dira, ceux qui tombent malades, ce sont ceux pris par la peur face à l'épidémie. Cette peur qui leur fait oublier leur humanité et qui les pousse aux actes les plus égoïstes. Le choléra de Giono n'est pas tant une maladie du corps que de l'esprit. C'est un catalyseur qui dévoile la véritable âme des hommes face à l'horreur. Ce climat d'angoisse, de peur de son prochain et de délation, c'est l'ambiance lourde et sordide de la guerre et de l'occupation que les premiers lecteurs de Giono ont cru reconnaître dans ces lignes. Mais pour nous, spectateurs du siècle suivant, c'est un tout autre rapprochement que nous faisons de cette histoire d'épidémie. Un sens dont Giono lui-même n'aurait pu imaginer qu'il résonna avec tant de justesse, mais dont il avait très bien saisi le schéma global et la mécanique qu'il provoque chez les hommes. Comme si finalement l'histoire n'était qu'une suite de variations d'un schéma similaire. Lorsqu'il s'agit d'écrire sur le présent, faire un pas de côté est parfois la meilleure solution pour englober une problématique, lui donner un côté universel par la métaphore et s'éloigner des accès d'émotion qui ne manquent jamais d'apparaître lorsque l'on tente d'inspecter un sujet trop sensible, une plaie encore trop fraîche. Voilà. Bien sûr, il y aurait des milliers de choses en plus à dire sur ces livres et chacun d'entre eux pourrait être le sujet d'une vidéo en elle-même. Mais l'objectif ici, c'était de te présenter succinctement ces références et j'espère que ça t'a donné envie de les découvrir. Sur ce, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si pour toi, il y a un livre qui mérite d'être dans ce classement mais qui n'y figure pas, écris-le moi dans les commentaires. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te dis salut, à la prochaine.